L'aviation de l'US Army constitue l'un des piliers de la puissance terrestre américaine. Elle est l'héritière de la révolution aéromobile du Vietnam et elle a été consolidée par la doctrine Airland Battle. Elle est maintenant structurée autour des Combat Aviation Brigade, les CAB, et l'AH-64E Guardian constitue son point d'acier. L'aviation de l'Army atteint en 2025 un niveau de maîtrise opérationnelle et technique sans équivalent dans le monde. Pourtant, au moment même où elle semble au zénith de son efficacité, un paradoxe émerge. Jamais la supériorité technologique de l'aviation de combat n'a paru aussi affirmée, et jamais sa vulnérabilité n'a été aussi prévisible. Le champ de bataille des opérations de combat à grande échelle, les LSCO, se transforme avec la généralisation du drone, la saturation des systèmes de détection et donc une létalité accrue qui impose un changement profond. Les opérations en Ukraine, la montée en puissance des munitions rôdeuses et la redécouverte de la dispersion, de la couverture et de l'intégration interarmes bouleversent les certitudes établies depuis la fin de la guerre froide. L'aviation de l'US Army doit pivoter, non seulement dans ses équipements, mais dans sa culture, son entraînement et sa manière de concevoir la guerre terrestre. Face à ces mutations, l'armée se trouve devant une dialectique quasiment structurelle. Moderniser pas à pas de manière incrémentale ou tenter la rupture technologique. L'histoire récente montre l'échec récurrent des ruptures ambitieuses, tandis que la réussite du duo Apache plus missile longue portée illustre la robustesse des approches pragmatiques. Pourtant, l'avenir impose aussi des ruptures fonctionnelles, qui redessinent radicalement le rôle de l'hélicoptère piloté. Dès lors, une question centrale émerge. Comment l'aviation de l'US Army réinvente-t-elle l'emploi et l'armement de l'hélicoptère de combat dans un champ de bataille dominé par la détection continue, la saturation des drones et les exigences des opérations de combat à grande échelle? Pour répondre à cette question, 4 parties. La partie 1, Zénith, décrit la force. La partie 2, Dilemme, pose les problèmes tactiques et culturels. La partie 3, Horizon, imagine un futur possible avec les solutions technologiques. Et enfin, la partie 4, Leçon, propose une analyse stratégique transversale. Allez, attachez vos harnais, c'est parti. Cette première partie décrit le point culminant atteint par l'aviation de l'US Army en 2025, en montrant comment un triptyque éprouvé, organisation, plateforme, armement, constitue la base solide à partir de laquelle la rupture va s'imposer. L'aviation de l'US Army constitue le cœur de la manœuvre aéromobile américaine. Elle est organisée autour de CAB, toutes constituées de façon similaire. Cette organisation combine des moyens de frappe, de mobilité, de logistique et de commandement. En théorie, une CAB peut disposer d'un total de 110 à 120 aéronefs, dont 48 AH-64 Apache, 53 UH-60 toutes versions confondues, 12 CH-47 Chinook et enfin 24 MQ-1C Grey Eagle et RQ-7B Shadow, qui sont des systèmes d'aéronefs sans humain à bord ou UAS. Les missions d'appui-feu, de reconnaissance armée et d'attaque anti-char reposent sur l'A-64E Apache. Successeur du célèbre AH-1 Cobra, il intègre une avionique de pointe, des capteurs électro-optiques et une connectivité étroite avec les drones tactiques RQ-7 ou MQ-1C, formant un système intégré de combat collaboratif. Depuis le retrait du OH-58D en 2017, la reconnaissance armée est assurée par les Apaches, en coordination avec les UAV. Concernant la polyvalence, elle se trouve du côté de l'UH-60 Black Hawk. Décliné en version d'assaut, de commandement, de guerre électronique ou d'évacuation sanitaire, il demeure la bête de somme des opérations tactiques américaines. Le CH-47F Chinook complète ce dispositif en assurant le transport lourd, la logistique intra-théâtre et les missions d'évacuation. Sa capacité d'emport, plus de 10 tonnes de charge utile, en fait un multiplicateur de mobilité essentiel. Enfin, les UH-72A Lakota, intégrés aux unités de la Garde nationale, remplissent des missions de sécurité intérieure, de surveillance frontalière et de soutien aux autorités civiles. Du côté des forces spéciales, il faut signaler que l'US Army a construit le régiment le plus puissant au monde, le 160e SOAR. Ce régiment opère des AH-6, des MH-6 Little Bird, ainsi que des MH-60
DAP qui peuvent mettre en œuvre une puissance de feu quasiment équivalente à celle d'un Apache. Dans sa version MH47G, le Chinook sert de vecteur d'assaut pour les opérations combinant allonge stratégique, capacité de ravitaillement en vol et électronique avancée. Après une phase de test et de maturation qui débute réellement dans les années 1950, l'histoire de l'hélicoptère de combat moderne commence avec la nécessité de créer des escorteurs pour les forces héliportées menant au programme AAFSS ou Advanced Aerial Fire Support System. Conduit par Lockheed Martin, ce programme exige des vitesses extrêmement élevées, plus de 200 nœuds, un ordinateur de bord sophistiqué et une haute stabilisation des systèmes de contrôle de tir. Cette complexité s'avérera insurmontable et mène le projet AH-56 Cheyenne à l'échec. Il sera annulé en 1972. Bell, qui avait commencé à travailler sur un hélicoptère de combat avant le programme AAFSS et qui sent l'échec de Lockheed venir, propose le Bell AH-1 Cobra. L'appareil est positionné initialement comme une plateforme intérimaire basée sur un UH-1 modifié. Il fut conçu, construit et déployé au Vietnam en un peu plus de 2 ans. C'est un exploit. C'est bien le Cobra qui donna la direction à suivre pour la production de ce type d'hélicoptère à travers le monde entier. L'échec du Cheyenne conduit au lancement du programme Advanced Attack Helicopter, ou AAH, en 1972. Le fruit de cet effort est l'AH-64A Apache. L'engin est conçu pour la lutte anti-char. Il est capable d'emporter jusqu'à 16 missiles Hellfire et un canon automatique de 30 mm. L'Apache et le MA Abrams, accompagnés de l'UH-60 Black Hawk, du M2 Bradley et du MIM-104 Patriot, forment un ensemble cohérent surnommé les Big Five. Ils sont les instruments qui devront mettre en musique la symphonie Airland Battle, la doctrine composée par le TRADOC. C'est ainsi qu'un effort matériel est triplé de la création du TRADOC en 1973, de la mise en œuvre de la doctrine Airland Battle en 1982 et de la création de l'Army Aviation comme branche fondamentale de l'Army en 1983. La modernisation de la H-64 Apache est constante. Après l'Apache analogique vient le temps de l'Apache numérique avec la H-64D. La H-64D Longbow fut équipée d'un radar millimétrique installé sur la tête du rotor principal. L'hélicoptère met en œuvre le Longbow Hellfire. La H-64D Block 3 est devenue la H-64E Guardian en 2012. Il intègre une motorisation améliorée et la capacité de contrôler des véhicules aériens sans pilote, palliant ainsi au retrait de l'OH-58D de reconnaissance armée. La dernière version, la H-64E V6.5, est en développement depuis 2021, avec un premier vol effectué en octobre 2023. Cette version assure la poursuite de la modernisation incrémentale de l'Apache, malgré l'initiative Future Vertical Lift ou FVL. L'histoire opérationnelle du duo hélicoptère-missile anti-char au sein de l'US Army commence en 1961 avec l'achat du sous-système d'armement français SS-11B. Le système est connu sous le nom de M22 dans la nomenclature américaine. Il est déployé au Vietnam en 1966 et il est mis en œuvre depuis des UA.
Le programme de développement du système de missiles TOW est approuvé en janvier 1963. Après avoir été réorienté du programme Cheyenne vers l'AH-1, le TOW est utilisé au combat au Vietnam en avril 1972, à partir de Hue. La H-1Q, le premier Cobra équipé de missiles TOW, est livré à l'US Army à partir de 1976. En 1972, l'Army lance le développement d'un missile capable de suivre les rayons laser réfléchis sur sa cible. Ce programme donne naissance au Hellfire, dont le contrat de production est attribué en mars 1982. Le Hellfire atteint sa capacité opérationnelle initiale en 1986. Il fait ses débuts au combat lors de l'opération Juste Cause en 1989. Par la suite, le programme Hellfire 2 aboutit au développement du Longbow Hellfire, qui utilise un guidage radar à ondes millimétriques. En effet, le missile utilise un guidage radar fourni par le radar Longbow à ondes millimétriques qui est installé sur la tête du rotor principal de la H-64D Longbow. Son autodirecteur MMW lui confère une capacité de type tir et oubli au-delà de la ligne de visée directe, ainsi que la capacité d'opérer par mauvais temps et en présence de brouillard ou de fumigène sur le champ de bataille. Plus récemment, le programme Joint Air-to-Ground Missile, ou JAGM, a permis le développement de l'AGM 179. Il doit remplacer les missiles TOW, Hellfire et Maverick. L'AGM 179A atteint sa capacité opérationnelle initiale début 2022. En synthèse de cette première partie, l'aviation de l'US Army repose en 2025 sur un triptyque stabilisé. Une organisation robuste, structurée autour des CAB, une plateforme mature qu'est l'H-64E, et enfin un arsenal évolutif mais stable, composé du Hellfire. Ce triptyque constitue le socle du zénith opérationnel avant l'irruption des drones et du retour aux opérations à grande échelle contre un ennemi comparable. Ce socle, bien que techniquement avancé et robuste, caractérise une force conçue pour le combat dominé par les plateformes habitées. La dronisation et l'IA seront à ne pas douter les éléments perturbateurs de cet équilibre. Cette deuxième partie analyse le choc imposé par le retour de la haute intensité. Il révèle les limites du paradigme hérité des années 1990 et la nécessité de transformer les tactiques, les postures et la culture opérationnelle de l'armée aviation. Les récentes opérations d'hélicoptères observées en Ukraine semblent conduire à deux constats contradictoires. L'avenir de l'hélicoptère d'attaque paraît compromis au vu des pertes russes. Mais ces mêmes appareils ont joué un rôle notable lors de la contre-offensive ukrainienne et ils figurent parmi les cibles prioritaires des HIMARS ukrainiens. Ce paradoxe doit être éclairé par le cadre doctrinal des opérations multidomaines, ou MDO, centré sur le combat à grande échelle, ou LSC. Depuis le 24 février 2022, l'hélicoptère doit faire face à une menace qui a pris une ampleur bien plus importante, le drone. Le drone, en tant que menace omniprésente et protéiforme, rend les opérations héliportées encore plus complexes. Le 22 octobre 2025, un drone FPV ukrainien abat pour la première fois un hélicoptère russe. Il s'agissait d'un Mi-8. Une autre opération a marqué les esprits quand une équipe de forces spéciales a été décimée après avoir été déposée par un hélicoptère. Face à cette menace, l'aviation de l'US Army cherche à proposer des réponses. Lors de l'opération Flyswatter menée en août 2025, des AH-64E V6.5 ont détecté, suivi et détruit des UAS à l'aide de missiles, de roquettes à guidage laser et de leurs canons de 30 mm. Cette opération démontre que l'Apache modernisée est une solution capable de lutter efficacement contre des drones et peut servir de plateforme de défense aérienne mobile. Les armées contemporaines ont développé des tactiques fondées sur la couverture, la dispersion et la manœuvre en petites unités pour faire face à la puissance de feu croissante.
Cela a été théorisé sous le nom de système moderne. L'hélicoptère, arme relativement vulnérable, doit s'appuyer sur la discrétion et l'exploitation du terrain. Le vol tactique, ou NOE pour Nap of the Earth, est pratiqué pour réduire l'exposition. Mais il complique la détection et l'engagement à très basse altitude. Voler bas et se camoufler reste essentiel, mais limite la capacité d'identification à distance. Les équipages d'hélicoptères doivent constamment évaluer leur propre posture, la protection, le mouvement, la frappe, et celle de l'adversaire. Lorsqu'il se démasque pour engager, l'appareil bascule dans une posture offensive, au détriment de sa protection. Les hélicoptères d'attaque sont particulièrement efficaces contre les cibles en déplacement, plus faciles à localiser et souvent moins protégés. En revanche, les unités stationnaires nécessitent une détection plus longue et à distance de sécurité, imposant un temps d'exposition conséquent. L'intérêt du système moderne est d'identifier les moments où l'ennemi est le plus vulnérable. La manœuvre terrestre amie peut forcer l'ennemi à quitter sa posture protégée, ouvrant des fenêtres d'opportunité. Pour les missions impliquant des unités stationnaires, le risque est atténué par des tirs Hellfire à longue portée et la suppression des défenses antiaériennes ennemies, permettant aux hélicoptères de se démasquer ou de manœuvrer. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique ont constamment transformé leur posture géostratégique en fonction des menaces. La guerre mondiale contre le terrorisme, qui fait suite au 11 septembre 2001, est marquée par les opérations de contre-insurrection. Suite à la guerre globale contre le terrorisme, l'aviation de l'armée a lancé un mouvement de transformation de sa culture afin de se préparer au défi des opérations de combat à grande échelle. Pour certains, cette transformation ne semble pas aboutie, et au passage, l'aviation de l'US Army a érodé son identité au sein du domaine terrestre. Pour réussir les futurs LSCO, l'aviation doit opérer un pivot culturel. Elle doit réaffirmer sa raison d'être. Le but fondamental de l'armée aviation est d'apporter un soutien organique aux forces terrestres. Elle doit se concentrer sur le collectif en déplaçant l'accent de la performance individuelle vers la réussite de l'unité collective et la valeur apportée au commandant de la force terrestre. Elle doit renforcer la formation. Avec la révolution des drones en cours, plus que jamais, l'armée aviation doit développer une meilleure compréhension de la guerre terrestre et mener un entraînement collectif audacieux et réaliste. Enfin, le renforcement des concepts inter-armes semble une piste sérieuse pour maintenir la capacité de survie et la létalité des hélicoptères de combat. En cela, un parallèle avec l'usage de l'hélicoptère armé au sein de l'USMC serait intéressant à mener. En synthèse de cette deuxième partie, le retour de la haute intensité impose une révision doctrinale profonde. L'hélicoptère n'est plus une plateforme dominante, mais un nœud fragile dans un environnement de plus en plus hostile. La survie dépend désormais de la furtivité tactique, de la dispersion, de l'intégration des drones, de la coordination inter-armes et de la capacité à frapper loin. Cette troisième partie explore les trajectoires technologiques et conceptuelles qui redéfinissent l'emploi de l'hélicoptère de combat. La portée étendue des munitions doit permettre de renforcer la capacité de survie des plateformes, en les éloignant le plus possible de la cible et des systèmes de défense ennemis. Cette recherche d'élongation et l'apparition de nouveaux concepts brouillent les pistes. Les munitions sont maintenant à mi-chemin entre les missiles et les munitions téléopérées, ou MTO, et de nouveaux objets capables d'emporter des charges utiles aux effets divers. L'US Army a lancé l'acquisition d'une capacité de tir à longue distance via le programme LRPM-DR.
C'est ainsi que l'armée adopte le missile Spike and Loss développé par l'entreprise israélienne Rafael. Ce missile polyvalent à guidage électro-optique offre une précision extrême à longue portée et il est capable d'engager des cibles hors de portée visuelle directe. L'intégration du Spike and Loss sur l'AH-64E V6 a été validée par des tirs en décembre 2023. Puis, en mars 2025, l'US Army publie des photos d'AH-64 équipées de Spike and Loss qui réalisent des missions de combat en Irak. En septembre 2025, lors d'un exercice en Pologne, des AH-64E V6 tirent pour la première fois des missiles Spike and Loss dans le théâtre européen. Ils atteignent des cibles en mer situées à 25 km. Le dernier Spike and Loss de 6e génération peut atteindre des portées étendues à 50 km lorsqu'il est lancé depuis un hélicoptère. Avec le futur Vertical Lift, l'US Army a fait mûrir le concept de Launch Effect que l'on traduira ici par effecteur des portées. Ils sont de petits aéronefs sans équipage conçus pour délivrer des effets de manière autonome ou semi-autonome, soit comme un seul appareil, soit en essaim. Ils sont capables d'assurer le ciblage, la reconnaissance, la surveillance ou la frappe cinétique. Ils peuvent également assurer des missions de guerre électronique. L'ironie fait que le travail sur les effecteurs des portées bénéficie budgétairement de l'arrêt du programme FARA et du plan de rééquilibrage des dépenses qui en découle. En 2025, l'armée envisage des effecteurs des portées à courte portée comme des engins évoluant jusqu'à 40 km et ils s'intègrent au niveau de la brigade. Les effets à moyenne portée ont une portée d'environ 100 km et ils fonctionnent au niveau de la division. Enfin, les effets à longue portée atteignent environ 200 km et ils sont utilisés au niveau du corps d'armée. En mars 2025, l'armée a sélectionné 3 entreprises, dont Anduril Industries, pour une démonstration d'effecteurs de courte portée. De son côté, le corps des Marines, l'USMC, travaille sur les effecteurs des portées avec le Red Wolf de L3 Harris, dans le cadre de son projet LRAM. Le Red Wolf est modulaire et peut servir de relais de communication ou fournir des effets de guerre électronique. Mais l'aspect le plus important est de donner aux plateformes VTOL comme la H1Z une capacité de tir de précision au-delà de l'horizon, agissant comme un maillon crucial du réseau de frappe. En 2008, le département de la guerre des États-Unis d'Amérique a lancé l'initiative Future Vertical Lift. Elle vise à doter tous les départements du dos d'une famille complète d'hélicoptères de nouvelle génération. 2 déclinaisons portées par l'US Army sont le Future Attack Reconnaissance Aircraft, ou FARA, et le Future Long Range Assault Aircraft, ou FLR-AA. L'annonce de l'annulation du programme FARA est faite le 8 février 2024. Mais plus largement, l'armée annonce à cette date sa volonté de mettre en œuvre un plan de rééquilibrage des investissements en lien avec les programmes de son aviation. L'armée motive cette action par le fait que la guerre évolue plus rapidement qu'elle ne l'a fait depuis des décennies et que l'armée doit continuer à se transformer en prenant en compte les leçons apprises et en prenant en compte une évaluation froide du champ de bataille moderne. Cette action rappelle celle en lien avec l'annulation du RAH-66 lors de la guerre globale contre le terrorisme. Mais surtout, cette annulation est menée sans réelle mise en œuvre d'actions d'accompagnement. Le matériel de reconnaissance se fait toujours attendre fin 2025. Concernant le programme FLR-AA, il a connu une avancée majeure le 5 décembre 2022 avec l'attribution du contrat à Beltextron et son V280 Valor. L'engin est basé sur la technologie à rotor basculant dérivée du V22 Osprey. Le V280 est officiellement désigné MV75 en mai 2025.
Parallèlement, les projets de grands drones VTOL se multiplient. Bell a développé le V247 Vigilant en s'appuyant sur une demande de l'USMC. C'est un drone mâle à rotor basculant monomoteur, capable d'effectuer une mission ISR pendant 24 heures en binôme et de servir de relais de communication. Sikorsky, qui est rattaché au groupe Lockheed Martin depuis 2015, développe la famille Nomad. Les engins sont des drones VTOL basés sur une même configuration. Ils sont capables d'opérer dans des environnements contestés pour réaliser des missions ISR, d'attaque légère ou de logistique. Le modèle le plus grand, le groupe 4, pourrait être employé au niveau divisionnaire ou du corps. Dans une stratégie inverse, Sikorsky utilise des cellules du H-60L retirées du service pour développer le S-70 UAS, aussi dénommé U-Hawk. Le S-70 est rendu entièrement autonome. Le cockpit est ainsi retiré et la cabine complètement réaménagée. Il utilise le logiciel Matrix pour le contrôle de vol. Il est conçu pour la logistique en zone contestée, pour être un multiplicateur de force et pour déployer entre 24 à 50 effecteurs déportés ou des véhicules terrestres sans équipage. Ce projet doit offrir une solution économique et rapide pour opérer en environnement hostile. En synthèse de cette troisième partie, la transformation en cours dépasse la modernisation. Elle redéfinit le rôle même de la plateforme pilotée. L'hélicoptère de combat glisse progressivement de vecteur de frappe exposé vers le rôle de chef d'orchestre d'un essaim de munitions, de drones et d'effecteurs déportés. Cette quatrième partie propose une lecture des succès et échecs programmatiques. Elle montre comment la dialectique entre développement incrémental et développement de rupture a structuré depuis 60 ans les décisions capacitaires de l'US Army Aviation. La tension entre l'approche incrémentale, autrement dit une modernisation pas à pas, et la recherche de ruptures technologiques, autrement dit les systèmes disruptifs comme on dit de nos jours, peut quasiment être qualifiée de structurelle au vu de sa récurrence. Les données historiques confirment que les solutions incrémentales ont assuré la continuité opérationnelle, tandis que les projets de rupture sont majoritairement restés des échecs coûteux et chronophages, ouvrant cependant la voie à des avancées technologiques reprises dans les projets ultérieurs moins ambitieux. La persistance de cette dialectique s'explique par la combinaison de la lenteur des cycles d'acquisition et de la rapidité de l'évolution des menaces. Le développement des projets de rupture s'étend sur 2 décennies. Il s'avère incapable de s'adapter au rythme de l'innovation asymétrique et la prolifération des drones en est le dernier exemple. Ce temps long rend les spécifications initiales obsolètes avant même la mise en service.
Cela force l'US Army à recourir de manière systématique à l'approche incrémentale comme solution de dernier recours pour gérer les lacunes capacitaires. Le Cheyenne était un projet d'hélicoptère de combat et le Comanche était un projet d'hélicoptère de reconnaissance armée dont les caractéristiques finales se sont rapprochées de celles d'un hélicoptère d'attaque. Quant au Farah, il était également un projet d'hélicoptère de reconnaissance armée qui aurait pu reprendre une partie des missions de l'Apache. Ainsi, la H-56 Cheyenne visait des performances maximales. Malgré un premier vol en 1967, la complexité technique et les risques technologiques entraînent l'annulation du projet en 1972. À l'opposé, la H-1 Cobra, développée par Bell comme une adaptation de l'UH-1, fut conçue et déployée en moins de 2 ans. La pression opérationnelle du théâtre vietnamien semble avoir favorisé l'approche incrémentale de la H1, démontrant que la disponibilité rapide d'une capacité fonctionnelle prime sur l'ambition technologique lointaine de la H56. Puis le Comanche devait incarner une nouvelle génération furtive de reconnaissance armée. Le projet fut annulé en 2004 en raison de coûts excessifs et d'une réorientation stratégique post-11 septembre 2001. L'échec du Comanche illustre la difficulté à stabiliser une rupture majeure. La modernisation de l'AH-64 Apache a profité de développements destinés au RAH-66. L'adaptation incrémentale de l'Apache, couplée à l'intégration de drones, a permis de combler les lacunes de reconnaissance à moindre coût. Enfin, le programme de rupture Farah est annulé en février 2024. L'US Army invoque l'évolution rapide des menaces et la nécessité de réorienter les investissements vers des capacités immédiates. De son côté, la H-64E V6.5 et ses capacités associées poursuivent la modernisation de l'AH avec bientôt l'intégration de munitions à portée étendue. L'Apache sera assurément au cœur de l'hybridation homme-machine qui constitue désormais un axe central de développement. L'annulation du Farah confirme une certaine continuité avec le Comanche. Ainsi, les projets de rupture coûteux et longs apparaissent incompatibles avec la vitesse d'évolution des menaces contemporaines. L'US Army privilégie l'hybridation avec des engins habités et inhabités et par l'allongement de la portée des armes mises en œuvre par des plateformes éprouvées. L'exception qui confirme la règle est le FLR-AA. D'aucuns pourraient dire oui, mais jusqu'à quand? L'US Army a validé une rupture technologique majeure et sûrement indispensable dans la volonté américaine de pivoter vers l'Asie. Alors que les V-22 de l'USMC, de l'US Air Force et de l'US Navy connaissent des déboires récurrents, l'Army mise sur la technologie du rotor basculant. Le risque est jugé acceptable face aux promesses de gains en termes de vitesse et de portée dans un engagement de type LSCO en Asie. Le MV-75 est le successeur du S-70, un engin né d'une demande de l'US Army exprimée au travers du programme UTAS. Tous les départements de la guerre des États-Unis mettent en œuvre une version de cet appareil. Le MV-75 fera-t-il partie du club fermé de ces plateformes bien nées et capables de traverser les décennies en s'adaptant à presque tous les besoins? En synthèse de cette quatrième partie, l'analyse historique révèle une dialectique structurelle où les projets de rupture comme la H56,
Le RH66 et le FARA échouent en raison de la lenteur de la gestion des programmes qui est incompatible avec la vitesse de l'évolution des menaces. L'US Army privilégie donc l'évolution incrémentale, comme pour la H1 et la H64, pour assurer la continuité opérationnelle. Seule la rupture fonctionnelle avec le FLRAA est acceptée pour la mobilité stratégique, prouvant le pragmatisme face à un risque calculé. Pour conclure, en 2025, l'analyse de l'aviation de l'Army révèle une force arrivée à un véritable tournant. Son organisation actuelle, structurée autour des CAB, et son appareil emblématique, la H-64E Guardian, incarnent l'apogée de l'hélicoptère d'attaque piloté. Pourtant, ce zénith est fragilisé par les exigences du combat de haute intensité, où la survie et la létalité ne peuvent plus reposer sur les mêmes postulats que ceux qui ont guidé les 40 dernières années. Le premier défi est doctrinal. L'environnement tactique se transforme, sous l'effet de la saturation des capteurs, des drones, des munitions rôdeuses, qui tend à dissiper le brouillard de la guerre, et rend obsolète une grande partie des réflexes irrités de l'ère du vol NOE. La discrétion qui assurait la survie du multiplicateur de force qu'est l'hélicoptère de combat n'est plus garantie. Les cibles elles-mêmes changent de nature, de signature et de dynamique. L'aviation de l'Army doit donc accélérer sa transformation culturelle pour redevenir pleinement intégrée aux opérations terrestres, en acceptant que la manœuvre et le tir se définissent désormais dans un espace observé en permanence et saturé d'effecteurs. Face à cette rupture, les réponses techniques de l'US Army sont multiples et elles nécessiteront un effort massif d'appropriation. L'augmentation de la portée des feux avec l'intégration du Spike NLOS et surtout le déploiement d'effecteurs déportés ouvre la voie à un modèle inédit. L'hélicoptère piloté comme poste de commandement, dessin de drones qui délèguent, la reconnaissance, le ciblage et les premières frappes à distance de sécurité. Le programme Future Vertical Lift et la montée en puissance des grandes plateformes autonomes confirment que l'avenir de l'aviation de l'Army sera hybride, combinant appareils pilotés et systèmes autonomes. L'annulation du programme FARA, concomitant avec la poursuite de la modernisation de l'Apache vers la version 6.5, illustre une stratégie d'adaptation rapide, préserver les capacités éprouvées tout en préparant une architecture opérationnelle radicalement nouvelle. Ainsi, la létalité future ne résidera plus dans la seule performance d'un aéronef piloté, mais dans sa capacité à orchestrer un réseau de capteurs, de drones et d'effecteurs projetés sans risque pour l'équipage, au service direct de la manœuvre terrestre. Entre 2030 et 2040, l'enjeu ne sera donc pas simplement de moderniser l'hélicoptère d'attaque, mais d'en redéfinir la fonction au sein d'un écosystème de plateformes autonomes, d'effecteurs déportés et de réseaux de capteurs. De cette transformation dépendra la pertinence future de l'aviation de combat de l'Army, dans la prochaine ère des guerres multidomaines. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.